Bonjour à toutes et à tous, merci d'être aussi nombreux ce matin. Je vais me présenter en juste quelques petits mots. Moi, je suis Mathilde Rénal, je suis journaliste musique et je suis spécialisée dans la musique électronique, justement. Je suis aussi animatrice radio. C'est la raison pour laquelle ce cher Mathéo m'a conviée à cette petite discussion que j'ai l'honneur de modérer. Une discussion, vous allez voir, qui va être absolument fascinante avec un très joli PowerPoint que je me suis donné beaucoup de mal à faire. J'en avais pas fait depuis le TPE, les vrais savent. Donc ça faisait un petit moment. Du coup, ce matin, on est ensemble pour 1 heure d'échange autour de la musique électronique, vous l'aurez compris. Mais la musique électronique, quand elle se mêle évidemment au cinéma, puisque le cinéma, vous le savez, c'est le nerf de la guerre sur ce très joli festival. Et nous, on va vous montrer ce matin que la musique électronique peut aller bien au-delà du club. On va tenter de comprendre les différents défis de ce genre de musique spécifique lorsqu'elle se mêle du coup aux images, à l'univers de la musique à l'image. Alors comment est-ce qu'on s'adapte pour que tout ça, ça ne fasse plus qu'un? J'ai 3 experts qui vont m'aider à répondre. Alors déjà, je vais quand même vous présenter les axes de discussion de cette matinée ensemble. Voilà, très joli PowerPoint, hein, je vous demande de faire très attention à cette beauté. 3 axes de discussion. D'abord, donc du coup, un petit axe autour du potentiel cinématographique de la musique électronique. Ensuite, on va tenter de comprendre le plus intéressant, selon moi, tout le processus créatif qui est propre à ce monde-là et l'importance notamment de la collaboration. Et dans un troisième temps, du coup, on va comprendre un petit peu l'électronique comme élément de fonction, de narration, de fiction, tout un tas de choses absolument fascinantes, vous allez voir. Et aux côtés, du coup, de mes 3 experts en la matière, attention, nouvelle slide. Je vous présente du coup brièvement, j'ai à mes côtés Chloé Thévenin, ici présente, DJ et productrice que vous connaissez très certainement sous l'appellation Chloé, tout simplement. C'est une icône, c'est un pilier des scènes électroniques depuis les années 90 que ça me fait très plaisir de recevoir ce matin. Bonjour Chloé, un petit mot peut-être? Juste un petit bonjour. Un petit bonjour. Bonjour. On est 10h30, il est mercredi. Merci beaucoup Mathilde et puis merci beaucoup cette invitation Mathéo. Et puis je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous tous pour pouvoir échanger sur la place de la musique électronique et notre expérience à l'image. Voilà. À nos côtés également, nous avons Simon Henner. Je ne t'ai pas demandé si ton nom se prononce bien comme ça ou si c'est Henner. C'est parfait, ça se prononce c'est comme ça. Que vous connaissez peut-être du coup sous son alias French79, producteur de musique électronique made in Marseille. Attention, on est ici quand même pour représenter. Et un autre représentant de la scène marseillaise, Mathéo du trio Chinese Man Records, DJ, producteur, musicien à l'image aussi. Et c'est surtout la personne qui est à l'initiative de cette petite rencontre. Donc je vais lui laisser la parole un petit instant. Merci Mathilde, bonjour. En fait, ça fait quelques années avec le label Chinese Man Records qu'on est partenaire du festival. Pour ceux qui connaissent, avant c'était à Aubagne. On faisait déjà des événements là-bas et on s'occupait un peu de programmer les parties plus after et inviter des artistes en lien avec ces sensibilités. Et puis, depuis quelques années que le festival est à Marseille, on a essayé de recentrer aussi avec des artistes locaux. Et pour cette année, avec Gaël Rodeville, on avait un peu l'idée aussi d'enclencher un rapport avec notre monde à nous, qui est plus le monde de la musique électronique. Donc j'ai eu cette idée, parce que c'est un truc qui vraiment me rend très curieux, mais je me disais, tiens, en fait, j'aimerais bien qu'on puisse parler avec des gens qui, initialement, sont des producteurs de musique, DJ, aussi DJ quoi, quand on doit faire un travail pour l'image. Donc voilà, c'était un peu l'intention. Et je remercie le festival d'avoir joué le jeu. Et surtout, je suis très impressionné parce que je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Mais c'est très cool que vous soyez motivés. Et j'ai aussi du coup invité Mathilde qui depuis quelques temps travaille un peu avec nous sur des projets qu'on essaie de développer avec le label autour encore de la musique électronique, mais qui me semblait être la bonne personne pour parler de musique électronique quoi, voilà.
Eh ben, c'est très gentil. C'est pas pour la qualité de mes PowerPoint qui m'a invité. Du coup, je suis un petit peu déçue. En tout cas, merci à tous les trois pour votre présence, pour votre temps. Merci à toutes et à tous d'avoir mis des réveils pour nous rejoindre ce matin. Ça fait super plaisir. Je pense qu'on peut commencer par un tout petit tour de table, hein, j'ai envie de dire, pour s'échauffer. Peut-être que vous pouvez nous parler de votre rapport général à la musique, à l'image. Où est-ce que vous en êtes? Depuis quand est-ce que vous avez mis un petit pied là-dedans, tout simplement? Moi je vais commencer parce que je suis le plus novice je pense par rapport à mes deux compères à côté. J'ai commencé avec j'ai commencé la musique vraiment à vivre de la musique grâce à ça, avec la musique de publicité, de petits courts-métrages, de choses comme ça. Et donc c'était plus un travail sur des courts formats. Donc la publicité ça peut durer maximum 30 secondes. Mais par contre, je pense que c'était un bon début et une bonne manière de mettre le pied à l'étrier sur vraiment la manière de composer avec un écran, enfin avec un film ou des images, des acteurs devant soi. Et ensuite ça s'est petit à petit développé sur le cinéma pour finir sur mes premières bandes originales, on va dire, il y a quelques années de ça. Bande originale qu'on va découvrir un petit peu tout à l'heure. Hein, j'ai pas pensé à vous le dire. On va regarder quelques petits extraits de films bien choisis. Mathéo, peut-être un petit mot? Je pense que la première expérience que j'ai eue de ça, c'était effectivement, il y a quelques années, je faisais aussi un peu du cinéma et je faisais des courts-métrages. Et donc, c'était aussi des premières questions que je me posais, comment faire de la musique sur des courts-métrages que je réalisais. Mais c'est d'abord via Chinese Man qu'on a été sollicité pour faire plutôt de la synchro, quoi. Donc mettre nos musiques dans des films. Et puis il y a quelques années, j'ai eu envie de faire un peu plus ce truc-là, un peu plus creusé. Donc je me suis intéressé via le festival au troisième personnage, qui est cette rencontre entre des compositeurs et des réalisateurs qui cherchent des musiciens. Et j'ai rencontré Vincent Capello, qui est devenu un de mes meilleurs amis par la suite, mais avec qui on a collaboré sur son premier court-métrage. Et voilà, c'était ma première vraie expérience de musique à l'image. Et nous avons Chloé. Alors moi, j'ai commencé à faire à composer de la musique dans les années 90, et je faisais DJ, mais je faisais de la musique électronique sans forcément faire que de la musique club. Et du coup, j'ai toujours pris ça un peu comme un tool de faire de la musique club, mais aussi comme je faisais plein d'autres choses à côté, plein d'autres musiques. Je me suis toujours dit que ça servirait un peu à rien, toutes ces musiques-là. Et puis, il s'avère qu'avec le temps, en fait, toute cette partie-là, finalement, est devenue plus importante aujourd'hui. Mais je ne pensais pas. Donc, voilà. Et il s'avère qu'au tout début, j'avais rencontré j'ai une amie réalisatrice qui avait pris un morceau à moi, qui était un peu entre le club et un peu plus peut-être introspectif, et qu'il avait calé sur un court-métrage. Et elle m'avait demandé un peu de le réadapter, tout ça. Et donc ensuite, j'ai continué à faire des musiques pour elle. Et après, j'ai fait son long-métrage. Et de fil en aiguille, on m'a appelée sur des musiques. Voilà. Je trouve ça très intéressant que tu commences par dire que tu faisais de la musique hors club tout en restant de la musique électronique, parce que ça nous amène comme par hasard à cette première partie. Attention, nouvelle slide. Hop, pour mes graphistes qui sont dans la salle. Voilà, la musique électronique, on a tendance à toujours vouloir l'enfermer dans ce côté clubbing, même quand on pense à l'univers du cinéma. Hein, on peut imaginer tout de suite une scène de boîte de nuit, mais évidemment, c'est pas que ça. Je pense que c'est important d'expliquer peut-être que c'est pas toujours ce boom-boom très festif, très incompris, très stigmatisé. Est-ce que quelqu'un aurait peut-être envie de nous dire jusqu'où va la musique électronique, surtout quand elle sort du club? Allez. Non, moi, il y a quelques années, j'ai vachement été attiré par John Carpenter. Je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent, qui donc est un réalisateur de films plutôt de genre, de films d'horreur et tout ça, qui a lui commencé avec ses premiers films où personne n'en voulait, et donc forcément il trouvait pas de compositeur, donc il s'est dit je vais faire la musique tout seul. Et c'est vrai que là je trouve qu'on est vraiment c'est évidemment c'est beaucoup plus vieux que ça, mais je pense qu'il a quand même
mis le synthétiseur dans un genre de musique qui arrivait, qui normalement était fait uniquement à base de grands orchestres et de cordes pour amener le stress et tout ça. Et lui, il a réussi à faire ça avec juste deux synthétiseurs que tout le monde, enfin pas tout le monde pouvait s'acheter, mais pas loin. Et je pense qu'il a quand même placé le niveau de la musique électronique dans un genre de film. Il a placé la barre très haut, et tout ça avec son petit moyen, avec des petits moyens dans son salon. Et je trouve que ça a quand même marqué pas mal la musique à l'image. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas John Carpenter, pour moi, c'est un bon exemple de ça, quoi. Qui n'est pas du tout une musique de club, mais qui est une utilisation des synthétiseurs, donc de la musique électronique assez particulière. Oui, je te rejoins aussi là-dessus, Simon. En effet, Carpenter, c'est une grosse référence, et encore aujourd'hui. C'est étrange parce que c'est vrai que souvent, moi j'étais attirée quand j'aimais la musique de film. En général, j'aimais bien les musiques électroniques, enfin qui sonnaient un peu électroniques, et très souvent les retrouver dans les films plus de genre. Et donc, par exemple, il y avait plein de films d'horreur qui me faisaient super peur, mais je trouvais ça incroyable, les sons, les petites mélodies là. Bon, là je fais un truc de SF, de série, je sais plus, qu'on connaît, ceux qui ont la ref. Et voilà, donc en fait souvent je trouvais que ce que je trouvais intéressant, c'était surtout l'utilisation de la musique un peu plus comme du sound design, en fait, où on ne sait plus si c'est de la musique ou du sound design. Et en fait au fur et à mesure des années, il y a eu une espèce de jonction entre les deux, où le travail du sound designer est devenu hyper important, et où on demande aux compositeurs de faire plus comme du sound design. Et c'est peut-être en ça que aujourd'hui la musique électronique aussi est devenue un peu plus prédominante aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathéo. Je vous rejoins complètement. Ouais, je trouve que c'est tellement quelque chose qui était pour moi un peu insaisissable, quoi. Je pense que j'avais un peu le même sentiment sur certains films qui me touchaient, où j'avais du mal un peu à le décrire. Je pense qu'il y a des films qui m'ont marqué, où il y avait l'utilisation de certains éléments sonores, comme La planète interdite, ou c'est des trucs qui m'ont vachement marqué, comme je sais pas, avoir découvert Orange Mécanique, et l'utilisation de synthé pour reprendre des trucs de classique, ou peut-être Akira, qui était aussi un peu fabriqué de cette façon-là, ou en tout cas des univers que je trouvais un peu insaisissables. Et puis je trouvais aussi que ça me questionnait de comment est-ce que justement des univers qui n'étaient pas forcément dédiés à venir soutenir une tension ou quoi pouvaient créer vraiment une atmosphère, comme dans Ghost Dog, avec une bande son qui est clairement hip-hop et qui amène un truc assez ouf, quoi, et qui n'est pas forcément pensé comme du score ou comme de la composition à l'image, quoi. Mais ouais, voilà, moi c'est un peu ça qui au long cours, en fait, me rendait vachement curieux, quoi. Je rebondis un peu sur ce que disait Chloé juste avant, avec ces fameux films de science-fiction, ce sound design hyper particulier. En fait, on dit vraiment historiquement que la musique électronique, elle apparaît dans le cinéma un petit peu dans les années 30, si je ne vous dis pas de bêtises, avec le Térémine, un peu plus tard avec le Moog, et puis ça va se développer en fait progressivement jusqu'à ce qu'on va venir considérer comme de véritables bandes originales. Donc sortir du sound design et vraiment composer. C'est quoi votre premier souvenir peut-être de waouh, ça c'est une bande son électronique? C'est dur, je sais. Tu disais La planète interdite, en soi, on est dans le thème. Ouais, je pense. Il y en a qui disent que c'est considéré à tort comme. Mais okay. Bon, après. Je sais pas, peut-être, mais peut-être là comme ça, ce qui me vient, c'est peut-être Midnight Express ou Tron ou Tron, quoi. Yes. Me permet de dire Tron. On est à Marseille, hein, bien sûr. Ouais, je réfléchis. Je crois que c'est plus ou moins ces films-là, quoi. En tout cas, c'est quoi les premiers codes, peut-être premiers instruments que vous avez repérés comme étant des inserts électroniques dans la musique de film? Bah moi, justement, au début, je pense que je les ai jamais repérés. Je les ai repérés qu'après, parce que quand j'étais petit, je sais pas, je pense au film de Belmondo, tout ça, où c'était par exemple de Roubaix.
Je pense que justement, il faisait la musique parce que on n'avait pas les moyens, enfin, il n'avait pas les moyens à l'époque d'avoir un grand orchestre et tout, donc il cherchait à reproduire des cuivres avec des synthés. Et je pense qu'à l'époque, moi, j'étais même pas au courant que c'était des synthés. Et c'est justement en découvrant, m'intéressant à tout ça, que j'ai découvert des musiques de films que j'adorais. Où en fait, j'ai appris qu'il faisait ça tout seul dans sa chambre, avec des instruments, retrafiquant, repassant les sons de ses petits enregistrements dans un Moog. Je trouve que ça, c'est la force aussi de la musique électronique française, c'est d'avoir pioché un peu dans toutes ces musiques de films des années 70, 80, où c'était des compositeurs comme ça, comme de Roubaix ou plein d'autres, qui ont justement amené un espèce de savoir-faire, de savoir entendre, de faire un son joli avec un synthétiseur, chose qu'il y a beaucoup de pays qui nous envient, j'ai l'impression. Je pense que ça vient beaucoup des films de cette époque-là. J'ai l'impression aussi que les compositeurs de musique électronique, vraiment spécifiquement, c'est des explorateurs finalement. Ils sont allés bidouiller plein de trucs, découvrir plein de sonorités, et c'est comme ça qu'on en a fait de la musique, quoi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment en fait une époque vraiment genre musique électronique plus synthétiseur, comme tu disais tout à l'heure, Simon, avec Carpenter, et puis il y avait aussi Vangelis avec Blade Runner, pardon. En fait, et aussi effectivement Midnight Express, où il y avait ces synthétiseurs, on met l'arpeggio et ça tourne et ça marchait hyper bien. Et c'est vrai que moi j'aimais beaucoup ça. Mais c'est vrai qu'ensuite l'évolution a été vraiment ensuite commencer à créer plus de textures qu'il y avait peut-être moins à ce moment-là. Et c'est en ça, moi j'ai l'impression qu'il y a eu une ouverture vers la musique électronique, un petit peu plus, quoi, en tout cas. Théo, quelque chose à ajouter? Non. Je suis entièrement d'accord. Ouais, je rebondis encore une fois sur ce film Midnight Express aussi. Encore une fois, là, c'est particulièrement iconique. Ça a marqué beaucoup d'esprits. Et ça montre peut-être que la musique électronique ne s'est pas cantonnée à un genre de cinéma, mais tout un tas de genres, finalement. Non, peut-être. Oui, je pense quasiment tous les styles. Hein. Je vois pas trop de... Ouais. Qu'est-ce qu'elle permet de créer qu'est-ce qu'elle permet d'enrichir, en fait, finalement, ces sonorités-là, ces instruments-là, ces codes? Comme disait Chloé, c'est vrai que tu peux tout faire avec la musique électronique. C'est-à-dire... alors, tu peux tenter de reproduire des choses qui ne sont pas toujours réussies, mais c'est vrai qu'un orchestre, ça se remplace quand même difficilement. Mais par contre, tout ce qui est effectivement sound design qu'on appelait bruitage à l'époque, maintenant, aujourd'hui, avec des synthétiseurs, on arrive à avoir des textures, des choses comme ça qui peuvent remplir tout un vide, un vide, non pas un vide, mais un moment où il n'y a pas de dialogue dans un film. Le montage marche pas. Pour sauver un montage, on est là pour ça. Mais il y a un truc avec la musique là, non? Voilà, c'est pas terrible, tu me mettrais un truc bien. Mais non, voilà, c'est vrai que tu as raison, Chloé, sur la texture et sur tout ça, ça peut amener toute une continuité dans le film. Et effectivement, ça arrivait très facilement dans les films de genre, les films d'horreur, où on arrive à faire peur avec le bruit d'une porte de frigo. Donc, et ça, je pense que la musique électronique en apporte beaucoup. Ouais. J'ai l'impression que c'est un terrain de jeu particulièrement propice pour faire de la musique à l'image, en fait, l'électronique. Me trompe-je? En tout cas, c'est un terrain de jeu, je pense. Après, moi, c'est pour ça que je trouvais ça très intéressant d'avoir Simon et Chloé dans cette rencontre. C'est aussi comment, mais on l'abordera plus tard, comment on utilise et on s'amuse aussi avec ces textures-là. Mais ça me fait penser aussi que ces textures-là, après, ont aussi inspiré la musique de façon plus globale, et que, par exemple, dans nous, tous les projets de Chinese Man, depuis le début, on sent beaucoup de bandes-son qui ont été des textures initiales, enfin en tout cas initialement, quoi, pour venir créer du récit dans nos morceaux où on chante pas et où on a besoin souvent, quand c'est instrumental, de rajouter un peu de la matière. Donc c'est vrai que c'est quand même une source assez riche de recherche, quoi. Musique électronique comme cercle vertueux, finalement. Bien sûr, on recycle. Je vous propose qu'on regarde le premier extrait de film qui va nous plonger un petit peu dans l'univers de Chloé. Si tu es prête à nous présenter le film que tu as choisi, nous expliquer juste ce que c'est, et puis on va le regarder, ensuite on expliquera pourquoi tu as choisi cet extrait-là. Oui, bien sûr. J'ai travaillé sur un film qui s'appelle La Montagne de Thomas Salvador.
Donc c'est un film où le personnage principal est le réalisateur. Donc c'est l'histoire de quelqu'un qui plaque tout, qui en a marre et qui part dans la montagne et qui veut plus redescendre. Et voilà, et ça part dans un film un peu de genre parce qu'en fait, dans la montagne, il y a, là comme ça, raconté comme ça. Un matin, un mercredi, ça paraît étrange, mais bon, peut-être faut voir le film. Mais bon, en tout cas, il y a la roche qui se transforme et devient matière, et lui-même, en fait, commence à devenir de la roche. Enfin, voilà, ça c'est le pitch. Il s'avère que le réalisateur se met en scène. Souvent, c'est le personnage principal. Il avait fait un film avant qui s'appelait Vincent n'a pas d'écailles. C'était quelqu'un qui avait des pouvoirs quand il se mettait dans l'eau. Et là, donc, il est dans la montagne et il devient cette personne qui a de la roche un peu partout et qui veut plus redescendre. Et voilà. Et donc là, c'est une scène où la musique prend un peu de place. Enfin, c'est le moment où il y a le plus de musique. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais prendre la place et je vais montrer ce passage. Et ben, on va laisser la musique à l'image parler. Attention, nouvelle slide et pas des moindres.
Merci beaucoup, c'était l'extrait choisi par Chloé Thévenin. Alors du coup, en quoi cet extrait... Bon, déjà pour moi, c'est la preuve que la musique électronique, encore une fois, ce n'est absolument pas que du boom boom et du clubbing, hein, vraiment. Et aussi la preuve que la musique dans un film a vraiment toute son importance. Parce que imaginez cet extrait avec, je sais pas, de la country ou un truc vraiment qui n'aurait rien à voir. Le message serait très très différent. Pourquoi du coup, Chloé, cet extrait-là précisément, tu nous disais c'est un moment de musique hyper important dans le film, mais est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est particulièrement représentatif de la musique à l'image, tout simplement, de ce travail-là? Alors après, la musique électronique, elle peut être abordée de plein de façons différentes. Je pense qu'on a chacun, tous les trois, notre singularité, certainement. Enfin, Mathéo, Simon l'aurait abordé différemment. Et voilà. Après, moi, je me plie aussi à une collaboration, hein, qui est une demande du réalisateur, tout simplement. Donc, il m'aurait demandé, comme tu dis, du boom boom. J'aurais fait du boom boom et j'aurais tenté, en tout cas. Désolée, j'ai fait une bêtise. Hop. Je me perds. Voilà, j'arrête les bêtises. Là, c'était quoi la demande que tu as eue? Comment ça se passe pour en venir à créer ça? Donc le réalisateur, qui est donc le comédien qui se met en scène. Donc c'est ce moment, en fait, là, c'est un peu le climax du film, parce que tout le long, plus ça va, plus il se demande ce qui se passe. Il sent qu'il a comme un appel de la montagne. D'ailleurs, les gens qui aiment la montagne parlent de cet appel de la montagne. Donc ils ont... donc lui, étant alpiniste et étant vraiment un féru de montagne, je trouve que c'est une façon un peu fantasmagorique d'exprimer ça, et je trouvais que c'était assez beau. Enfin, moi-même, adorant la montagne, enfin, j'ai été très touchée par ce rapport-là. Et voilà, donc c'est un moment important, parce que en fait, le personnage devient lui-même la montagne, en fait. Et c'est un moment qu'il a voulu un peu long comme ça, volontairement, ou qu'il a imposé vraiment dans son film. Donc ouais, il part vraiment dans les abysses, en fait, de la montagne. Et voilà, donc en fait, il a vraiment voulu traduire cette immersion. Et donc ça a été un long travail de collaboration qui a été parfois un peu compliqué, parce que voilà, il y a beaucoup de va-et-vient, puis pour essayer de comprendre aussi l'intention, hein, de comprendre ce que le réalisateur a dans sa tête et comment on vit, c'est pas forcément évident tout de suite. Donc c'est une scène que j'ai énormément travaillé, donc je suis contente de la montrer. Quand tu dis énormément travailler, j'aime bien quantifier un petit peu tout. Par exemple, pour une séquence comme ça, combien de temps ça te prend, toi, à faire ça, en comptant les allers-retours et tout? Disons que moi, ça peut être assez rapide, dans le sens où ça peut mettre 1 ou 2 jours si voilà, je fais des propositions. Donc voilà, c'est juste après le réajustement qui peut être très très long. Il s'avère que Thomas Salvador est lui-même musicien. Et donc il est plus difficile. de jazz. Et voilà, donc il a l'avantage, c'est que on a pu parler musique, et donc parce que parfois quand on parle musique avec des personnes qui parlent pas musique comme nous, on pourrait parler musique entre nous trois. C'est-à-dire, si on parle musique entre musiciens, ça peut être très chiant pour d'autres personnes, parce qu'ils sortent un peu de l'histoire, et nous on est un peu dans notre trip. C'est un peu comme les gens qui vont parler de, je sais pas, de voiture, de moto, à un moment donné. Enfin, je parle musique plus, ouais. Je parle plus l'aspect technique, hein, que l'aspect, on va dire, musical, nos impressions, tout ça. Voilà. Donc, du coup, je l'ai eu beaucoup dans mon studio, et ce qui est à la fois super et à la fois, voilà, parfois. Mais ce qui m'a permis aussi de mieux comprendre aussi son ressenti. Et du coup, comme il était beaucoup dans mon studio sur les scènes de réajustement. Et je me suis dit que, parce que j'aurais pu lui expliquer que non, enfin, c'était mieux peut-être que je sois plus souvent toute seule qu'avec lui. Mais en fait, le fait qu'il soit dans la pièce, bizarrement, ça ne m'a pas trop dérangé, et je ressentais vraiment ce qu'il essayait de m'exprimer. Et en fait, je pense que c'est un peu à l'image de son personnage, c'est-à-dire qu'il est réalisateur, il incarne son personnage, il a un peu ce truc de vouloir à chaque fois se créer des personnages qui ont un pouvoir magique, qui deviennent là, la Roche. Dans le film précédent, il avait des pouvoirs magiques une fois qu'il allait dans l'eau.
Donc en fait, je me suis dit, avec sa magie, on va peut-être arriver à quelque chose avec sa musique. Et je me suis dit, il faut qu'il soit aussi la musique, en fait. Je ressentais ça. C'est-à-dire, je ne voyais pas un truc de place en me disant, il veut prendre cette place-là et la faire à ma place. Je pense qu'il voulait être un peu la musique. Et du coup, il m'avait dit qu'il jouait un peu de saxo. Et donc, je me suis dit, il faut que je lui propose de venir faire des prises de saxo. Donc, il était trop content. Alors, on n'entend pas du tout le saxo là-dedans, mais je vous jure, il y en a. Qui sont méga transformés, tout ça. Non, mais voilà. Et il est trop content d'être dans le générique, par exemple. Mais juste de se dire, il fait partie aussi de ça. Mais en fait, c'est pas mal placé. C'est assez étrange. Ouais. Et c'est en ça que c'est un peu étrange, mais en même temps, ça a été long, mais assez sympa, en fait. En fait, j'ai l'impression qu'on recherche cette espèce de symbiose parfaite entre l'image, la musique, le compositeur, le réalisateur. Donc j'imagine que pour vous, à la musique, c'est un sacré défi. Alors je me demande comment vous abordez ce défi-là. Est-ce qu'il y a plusieurs façons de faire? Est-ce qu'il n'y en a qu'une? À quoi ça ressemble dans votre tête, en fait, ce défi-là? Messieurs? Je pense que c'est... Alors déjà, tu veux dire la manière dont comment on compose et tout ça ou... La manière dont tu abordes le défi de base, c'est-à-dire tu as ce travail à faire. Quelles questions est-ce que tu vas te poser? Quel système tu vas mettre en place pour aller au bout de ton idée? Déjà, de mon côté, j'ai l'impression que le premier défi, c'est de comprendre le réalisateur, c'est-à-dire de discuter avec lui, de savoir ce qu'il veut vraiment, ce qu'il veut pas. Et puis qu'on trouve un terrain d'entente sur, comme tu disais Chloé, sur la manière de est-ce que j'ai envie d'être tout seul pour composer, est-ce que le réalisateur doit tout le temps être derrière moi, est-ce que je dois avoir les images, est-ce que je compose avant d'avoir les images, est-ce que je compose après avoir vu des scènes, ou alors est-ce que je veux le montage définitif. Tout ça, je pense que ça, avec les différentes choses que j'ai fait, je pense que c'est vraiment propre à chaque réalisateur. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de méthode, c'est pas toujours de la même façon qu'on travaille. Et je pense que ça, la relation avec le réalisateur, ou alors ça dépend, des fois c'est plus le monteur ou autre chose, mais je pense que c'est vraiment primordial de s'entendre bien dès le début, parce que effectivement ça peut vite devenir compliqué quand même sur tellement de discussions pour finir sur un espèce de bruit qui ressemble à rien. Donc je pense que les discussions en amont, elles sont vraiment très très importantes. Savoir savoir être juste et savoir être réaliste sur ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne veut pas faire. Est-ce que je veux diriger un orchestre de cordes? Non, parce que je ne suis pas chef d'orchestre. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment être bien au point sur le réalisateur. Je pense que c'est le premier point important, moi, que je soulève sur ma relation avec la musique et l'image. Mathéo, quelque chose à ajouter? Je suis assez d'accord. T'es bien d'accord? Je suis assez d'accord quand même, j'avoue. Je pense que dans la salle, il y a aussi des compositrices et des compositeurs, et ça, c'est pas propre à la musique électronique. De toute façon, c'est le principe de la collaboration, quoi. J'ai beaucoup moins d'expérience que Chloé dans le monde du cinéma, mais j'ai la sensation que ce qui a donné naissance à la musique sur des projets auxquels j'ai participé, c'est d'abord ce truc-là, quoi, de conversation, du moment où ça se passe aussi. Est-ce que c'est pendant l'écriture? Moi, j'ai eu la chance, notamment avec... je montre là parce que le réalisateur avec qui j'ai travaillé dans la salle, qui s'appelle Vincent, on a beaucoup d'échanges aussi au moment de l'écriture. Donc moi, parfois, quand je fais de la musique, en fait, ça me permet de nourrir ce récit-là, et puis je peux lui envoyer. Donc il y a vraiment ce truc de rencontre, quoi. Et puis après, il y a tout un écosystème dans le cinéma qui parfois est beaucoup plus complexe quand on travaille avec des grosses productions. Et là, c'est un peu l'enjeu, c'est d'arriver à conserver ce lien qui, pour moi, est vraiment le travail artistique, musical, quoi. Est-ce que cet aspect collaboratif, c'est ce que vous avez vraiment appris avec la musique à l'image, ou est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà dans votre carrière de producteur solo? Me concernant, c'est le truc qu'on fait le plus, que je fais le plus depuis le début, quand j'ai commencé à faire de la musique, parce que déjà je suis dans un groupe, et puis on n'avait pas de voix, donc on a dû travailler avec des voix.
On a travaillé avec des musiciens parce qu'on faisait beaucoup de samples et qu'on avait envie d'arranger un peu des choses et qu'on n'avait pas les moyens de s'acheter du matériel quand on a commencé. Donc, ouais, en tout cas, pour moi, c'est principalement une des raisons pour lesquelles je fais de la musique, quoi. C'est d'être dans les collaborations. Et d'ailleurs, comme tu le disais, sur la musique à l'image, il y a un moment où il faut aussi reconnaître ce qu'on est capable de faire et pas faire. Et si on a envie de faire plus quand on ne sait pas le faire, moi je trouve ça trop intéressant de s'entourer des personnes avec qui on peut composer ça, quoi. Et alors ça peut ressembler à quoi vos journées de travail sur un projet comme ça? J'imagine que ça change, que c'est pas toujours la même chose, mais à quoi est-ce que ça peut ressembler? À quelle heure est le réveil le matin? Alors, je commence par un bon café. Non, je rigole. En fait, ça dépend. Il y a des périodes, en termes de collaboration, comme disaient Mathéo et Simon, ça peut être très différent d'une réalisatrice à un réalisateur, dans le sens où parfois, c'est toujours mieux d'avoir des discussions en amont. Mais après, c'est vrai parce que la personne va faire son film et est pris par plein d'autres choses et puis doit penser à tout en même temps, c'est-à-dire au son, à l'image, à ses comédiens, tout ça. Donc la musique, elle est là, mais c'est pas le plus important, même si on sait que c'est le troisième créateur du film. Voilà, faut le dire quand même parce que c'est quand même... sans la musique, ça change tout quand même. Ouais, parfois ça peut être super aussi sans musique. Ouais. Et du coup, le fait d'avoir des discussions en amont, c'est des moments privilégiés de temps. Et c'est vrai que ça diffère vraiment d'une personne à l'autre, le temps que la personne accorde à son film d'avoir la musique. Et donc, parfois, moi, je galère à avoir des discussions avec la réalisatrice ou le réalisateur, parce que je cours derrière juste pour avoir un petit pitch et pour essayer de travailler sur des choses. Et puis il y a d'autres personnes qui m'envoient des séquences et là c'est parfois compliqué, j'ai l'impression de rien voir et de proposer des choses et puis pas avoir de retour parce qu'en fait ils sont pris par d'autres choses. C'est assez étrange. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui nous harcèlent et qui sont super, et puis d'autres qui sont super lourds et qui sont super angoissés parce que c'est leur film, mais il faut juste comprendre que c'est pas nous le problème, mais souvent ils vont faire un petit raccourci en disant c'est la musique le problème, sauf que c'est pas forcément la musique. Mais donc voilà, faut arriver à gérer tout ça. Et il y a cet endroit, moi je sais que j'ai été très heurtée beaucoup de fois sur des collaborations en me disant mais en fait ma musique c'est nul, ça marche pas et tout, mais en fait non, ça marche pas sur le film, et en fait ma musique elle est géniale. Mais je rigole bien sûr. Je suis d'accord. Mais ouais. Je suis d'accord aussi. Non, on valide. Non mais c'était la une musique blague. Elle est géniale, je suis d'accord. C'était une petite blague, mais c'était juste pour se dire que voilà, c'est pour me faire du bien à tous ces moments où j'étais bien down. Et voilà. Et donc, à l'inverse, il y a des réalisateurs, réalisatrices qui sont là et qui gèrent super bien et qui sont top, qui sont débordés, mais qui arrivent quand même à exprimer. En tout cas, on arrive à avoir un échange. Et comme disait Simon tout à l'heure, voilà, le tout, c'est d'arriver à comprendre vers où elle a envie d'aller. Et c'est pas toujours évident, même pour la personne, mais en fait, ça se construit en collaboration avec aussi la monteuse et le monteur. Et qui est une personne très importante aussi dans l'élaboration du film. Et donc voilà, il y a ces discussions à 3, 4 parfois, ça dépend qui s'immisce dans l'histoire aussi. Et voilà. Oui, ça peut aller jusqu'où, du coup, toute cette team en fait, de 3-4 personnes. Donc on a donc la personne qui fait la musique, le réalisateur, le monteur. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Parfois le producteur qui vient appeler direct le musicien qui dit l'inverse de tout ce qui a été dit. Il y a le music supervisor aussi, je sais même pas c'est quoi le nom en français, mais le music superviseur. Superviseur musical, voilà. Superviseur musical. Qui lui est aussi important parce que c'est lui qui gère tout, qui est selon les productions, mais c'est aussi lui qui est censé faire justement le tampon entre le compositeur, le réalisateur, le monteur, qui sont pour moi les deux personnes quand même importantes dans le film, mais le music supervisor, c'est celui qui gère les droits aussi, qui est censé avoir géré toute l'administration et tout, c'est quand même un point important aussi. Alors, c'est une question qui peut peut-être paraître un petit peu bête, mais est-ce que du coup la collaboration s'arrête systématiquement, enfin ne commence même pas, si on se rend compte qu'on n'a pas du tout la même vision que le réal, par exemple? Il est complètement à côté de, tu vois. Je pense qu'il y a des étapes de travail selon les productions aussi, il y a des étapes de travail qui font que tu peux avoir un premier step où
il y a des premières propositions et qui font que tu continues ou pas après, quoi. Et ça selon le projet aussi, ça dépend des conditions, ça dépend de plein de choses. Mais en général, on essaie d'avancer par étapes quand c'est des productions qui ont pas mal on va dire de moyens ou des équipes comme ça avec des music supervisors, ce qui n'est pas le cas sur tous les films, quoi. Mais ça permet de voir jusqu'à quel point le choix du musicien correspond ou non, et pour le réalisateur et pour la production, quoi. Et alors vous, dans la pratique, est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés que vous avez rencontrées, des choses auxquelles vous n'étiez pas prêt, tout simplement? Un peu comme Chloé, moi j'ai aussi eu une mauvaise expérience il y a des années où j'étais assez heurté et en fait je comprenais pas trop ce monde on était venu me chercher pour faire de la musique, et de me retrouver dans un environnement que je connaissais pas bien, avec peu de feedback, peu de dialogue et peu de retour. En plus, je pense qu'on a des processus de création qui sont rapidement mis à l'épreuve quand on fait de la musique un peu électronique ou comme moi je pouvais le faire en hip-hop, quoi. Avec un public qui réagit dans une salle, et quand on est dans des conversations qui sont en lien avec la salle de montage, le producteur et nous derrière notre ordinateur en train de faire du son, c'est plus compliqué de communiquer. Moi j'ai eu cette expérience où finalement je comprenais pas vraiment ce que je devais faire, en fait. On me demandait de faire ce que je savais faire, et puis finalement ça fonctionnait pas. Et puis j'ai compris après, c'était il y a quelques années, que en fait c'était pas vraiment le dialogue que j'avais avec la réalisatrice, mais plus que derrière il y avait effectivement des enjeux de production, et qu'on me demandait un truc qui devait marcher, alors que moi en fait je faisais mon travail de musicien que je trouvais super. D'ailleurs c'était génial ce que je faisais. Je suis d'accord, hein. Tu vois. Et comment t'as fait, du coup? J'ai abandonné le projet. Quand c'est comme ça, il vaut mieux oui, partir. parce qu'en fait, moi, j'avais pas spécialement d'attente, donc je voulais juste vivre une expérience, et puis et ça m'a vachement enrichi d'ailleurs. Hein. Mais c'était vraiment une vraie bonne première expérience d'échec, quoi, qui est hyper intéressant. Il faut arriver à différencier la petite crise d'ego qu'on peut tous avoir, en fait, du fait qu'on n'est juste pas sur la même longueur d'onde avec les personnes avec qui on travaille, quoi. Oui, je pense que c'est aussi, il y a beaucoup d'ego quand il y a beaucoup d'enjeux aussi derrière. Enfin, il y a beaucoup de choses, quoi, qui se mélangent, mais j'ai préféré travailler avec quelqu'un avec qui je pouvais vraiment communiquer, parce que ça m'a beaucoup apporté, quoi, plus finalement. Créer la symbiose, tout simplement. Simon, est-ce qu'il y a eu des difficultés, des trucs auxquels tu n'étais pas ready, tout simplement? Quasiment tout le temps. Hein. C'est ça justement qui est bien aussi dans la musique de film, c'est qu'on n'est jamais prêt. On n'y arrive jamais, on n'est jamais prêt. Les réalisateurs ils sont jamais contents, et en même temps ils sont contents. Enfin, on ne sait pas trop où on est. Mais c'était super ce que tu faisais, ça je sais. Est-ce qu'on est sur un fil, par exemple? Ouais, par exemple. Est-ce qu'on peut parler du coup de cette collaboration? Tu nous as ramené un extrait de ce film sur lequel tu as travaillé tout récemment, qui vient de sortir, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est un film de Reda Kateb qui s'appelle Sur un fil. Écoute, comment s'est passée la collaboration avec Reda Kateb? Très bien. Écoute, on s'est rencontrés. Donc je l'ai fait venir au studio à Marseille. Donc c'est aussi bien de mettre un peu les réalisateurs dans sa poche en les emmenant un peu chez soi et tout ça. Donc je pense que c'est important. Tout ça. Voilà. Et non, voilà, on commence. Moi, ça s'est passé simplement. Alors, ce qui était bien, c'est qu'il m'a contacté avant que le film soit tourné. Donc, avec déjà le scénario, donc déjà un peu des idées. Donc, je commençais déjà un peu à lui faire écouter des choses et à essayer de composer un peu des thèmes, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est quand même plutôt sympa d'avoir une relation avec un réalisateur avant que le film soit tourné. C'est déjà pas mal. Ce qui est, je pense, pas le cas à chaque fois. Des fois, on arrive, c'est déjà fini, monté, ils ont déjà viré deux musiciens. Donc, quand ça se passe bien comme ça, c'est assez cool. Ouais. On regarde l'extrait du coup que tu nous as ramené. Est-ce que tu as envie de nous expliquer ce qu'est l'extrait, ou après peut-être? Non, je peux vous en parler rapidement avant. C'était un extrait un peu aussi compliqué à faire. Hein, je pense qu'on a tous choisi des moments comme ça. Parce que
sur ce passage, il y avait un cahier des charges grand comme ça, c'est-à-dire que en gros, c'est le personnage principal qui est interprété par Aloïs Sauvage qui opère une espèce de transition psychologique qui change de métier tout le long du film, qui change de personnalité et tout ça. Et il fallait que la musique accompagne ce changement de personnalité, accompagne le personnage principal. Et c'est ce moment-là où justement Reda m'avait demandé à ce que la musique du film commence vraiment par de la musique électronique pure et dure, voire limite club, et qu'elle termine par de la musique uniquement acoustique avec que du piano et des cordes. Et donc ce moment-là, c'est le moment où il y a la première transition entre la musique électronique et la musique un peu plus, je dirais, acoustique. Et voilà, c'est au milieu du film, c'est un passage un peu important, quoi. Tu parlais du cahier des charges, hein, je reviens sur ça juste 2 petites secondes. À quoi ça ressemble un peu le cahier des charges quand on fait un truc comme ça ? Ben, alors si c'est pris, comme je te disais au début, très tôt avec le réalisateur, juste avec le scénario, c'est plutôt sympa parce que du coup on part sur des trucs un peu plus philosophiques, quoi, que le travail au 10e de seconde près à l'image, il faut que le boom il arrive pile poil à ce moment-là. Voilà, au début, le cahier des charges, il est un petit peu plus cool parce que justement, on te dit ça, on te dit moi, je veux que la musique, ce soit un personnage du film qui évolue avec les autres personnages. On part sur de la musique électronique, on finit par de la musique acoustique. Je pense que quand on te parle comme ça, c'est cool quand t'es musicien, quoi. Ça fait plaisir. Intéressant. Allez, on regarde ce que ça donne en images. Oh, elle a disparu. Oh, ça a marché, Poirot. Ça a marché. Ah, vraiment, ça a marché. Dans la nuit. Ouais, elle est dans la lune.
d'où elle descend parmi nous, pauvres mortels. C'est la grande, la très grande, l'immense, l'immesurable, l'incommensurable Mademoiselle Zouzou. Merci beaucoup Simon. Bah, merci à toi. Quel effet ça fait de voir sa musique sur un écran comme ça? Bah, j'ai mal au cou là. Mais J'avoue. ça me fait cet effet. Non, bah c'est cool. C'est cool, ça fait plaisir de se voir pour une fois, parce que normalement quand on est sur scène, on s'entend, on vous voit vous. Et non, c'est cool de se voir sur le grand écran. Non, alors pour revenir sur ce passage-là rapidement, c'est vrai qu'il y avait aussi une autre chose dans le cahier des charges qui était intéressant, c'était l'arrivée du piano, par exemple. Au début, on est vraiment que sur tout le début du film, je suis vraiment que sur des synthétiseurs et tout, et sur la fin du film, il n'y a quasiment que du piano. Donc c'est vrai que le piano, par exemple, tient quand même une partie importante dans ce film, et où je te disais justement les collaborations, par exemple j'étais bien content de faire venir un pianiste qui est ici présent, qui s'appelle Cyril Benamou, qui est un grand pianiste de Marseille. Coucou Cyril. Et c'est vrai que c'est important aussi de savoir s'entourer ou savoir connaître un petit peu ses limites, c'est-à-dire que alors j'ai composé un peu les thèmes et tout ça, mais c'est vrai que l'interprétation, je suis pas un grand pianiste, donc pour savoir interpréter ces choses-là, il faut avoir un bon pianiste et tout. Donc c'est vrai qu'après, on a passé du temps aussi avec Cyril au studio, avec Reda, à refaire des prises et tout ça. Donc voilà, il y a aussi tout un travail, un processus de création qui est important, et et il y a aussi, je me souviens, il y avait, pour les petites anecdotes, des fois Cyril a enregistré des pianos dans un studio à Paris où il y avait le grand piano, la vitre, et derrière il y avait toute la production d'Universal, il y avait Reda et tout le monde était comme ça, allez Cyril et tout. C'est vrai qu'il y a quand même Pas du tout stressant. il y a des petits moments un peu de stress qui sont particuliers et que les musiciens connaissent pas forcément quand on fait pas ce genre de choses. Ça t'a appris, j'imagine, de nouvelles méthodes de travail, en fait, tout simplement. Voilà, ça m'a obligé à avoir des nouvelles méthodes de travail. Ouais. Et il ressemble à quoi le cahier des charges émotionnel, j'ai envie de dire, sur une séquence comme ça? Est-ce qu'on te dit, voilà, moi je sais que personnellement, ça m'a fait ressentir un truc un peu introspectif, tu vois, là, d'entendre ce thème. Est-ce que toi, du coup, un réalisateur va te dire, bon, bah là, je veux que tout le monde soit en introspection? Ouais, là, Si seulement. Là, c'est vrai qu'après, des fois, c'est peut-être un peu, je sais pas s'il faut pas, je parle de ça d'ici, mais là, il fallait que ça commence sur quelque chose qui part sur des, qu'on soit ni dans le mineur ni dans le majeur, mais qu'on se finisse vraiment par quelque chose de joyeux et tout. Donc il y a des petites transitions d'accords majeurs mineurs qui sont compliquées à gérer. Des petites et c'est pareil sur cette scène-là. La scène, elle était déjà montée quand je l'ai eue. C'était pas le cas de toutes les scènes, mais celle-là, elle pouvait pas bouger. Et c'est plus dur, ça. Ouais, il y avait des points de montage un peu compliqués sur des arpégios, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais il y a aussi beaucoup de petites choses comme ça à considérer quand on a déjà l'image et qu'on a justement là, il faut qu'il n'y ait pas trop d'émotions parce que ça se passe dans un hôpital, donc il faut pas non plus que tout le monde pleure pendant le film. Et en même temps, on peut pas faire. Bon voilà, il y a plein de petites choses comme ça à gérer qui sont pas évidentes, qui sont hyper intéressantes. Et vous deux, du coup, à quoi ressemblaient un petit peu les cahiers des charges émotionnelles que vous avez eus? Comment on décide dans quel sens on va musicalement? Pour ce qui concerne le film sur lequel j'ai travaillé avec Vincent, il y avait un truc vraiment dans le récit qui était aussi en construction, puisque le film a été tourné sur la base d'une personne réelle. Et on faisait beaucoup d'allers-retours dans ces conversations-là où je voyais comment est-ce qu'il fabriquait son film au long cours, et que c'était plein d'éléments un peu de puzzle qui étaient en train de s'aligner, quoi. Et je pense qu'on partageait beaucoup en fait les émotions aussi du personnage du film, qui s'appelle Rohid, qui est un jeune Afghan. Et donc en fait moi j'étais assez au départ j'étais un peu dépourvu parce que je me disais mais je vais pas pouvoir faire quelque chose qui va venir rajouter des couches énormes en termes d'émotion. Donc c'est un film sur lequel la musique elle s'est vraiment greffée un peu comme le récit s'est fabriqué, c'est-à-dire avec des petits éléments qui venaient soutenir un peu ce qui était en train de se passer dans le film, pour rajouter de la tension, peut-être rajouter un peu d'espoir.
Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé justement de ces ressentis-là, quoi, qui n'étaient pas vraiment faciles à identifier une fois certaines séquences tournées qui étaient envoyées, quoi, mais qu'on a réussi au long cours à associer, quoi, les unes après les autres. Et il y a eu vraiment un gros travail de fait avec le monteur aussi sur ça, quoi. Toi, Chloé, comment tu vois cette partie un petit peu émotionnelle, narrative de travail avec... Ouais, comment est-ce que tu racontes une émotion par ta musique? Ou quelles questions tu te poses pour bien la raconter? Les questions, je la pose à les réalisatrices ou aux réalisateurs d'abord, parce que en fait, chaque personne a sa façon de parler des émotions. Il y en a qui ont... C'est pas qu'ils ont plus de mal, mais ils vont l'exprimer avec des mots un peu plus froids qui, moi, vont peut-être pas me parler. Donc, c'est vrai que ces échanges sont très, très importants. Et c'est vrai que souvent, moi, j'aime bien avoir quand même des références musicales. Donc, que ce soit dans ma propre discographie ou même d'autres morceaux qu'ils vont trouver... Et voilà, juste pour essayer de comprendre, mais ça me permet en fait de créer un espèce d'alphabet sur lequel on se met d'accord. Voilà, donc c'est vraiment la discussion, mais avec de la musique par ailleurs. Alors après, le piège, c'est plus le montage se fait, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il se détache de cette musique-là. Parce que là, typiquement, je travaille sur un film actuellement. J'ai de la chance, c'est ma propre musique. Mais justement, la réalisatrice actuellement, elle aime beaucoup une musique que j'ai faite sur un autre film, qu'elle a collé sur son film. Et du coup, a un peu du mal à s'en détacher parce que plus le temps passe et plus, en fait, le montage s'est fait autour de ça. Et donc, j'essaye de détrôner ce morceau-là actuellement. Donc c'est un peu challenge, mais voilà. Donc en challenge contre toi-même en fait. Ouais, c'est marrant. C'est trop drôle. Je m'énerve. mais en même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est aussi d'essayer de comprendre vraiment on discute beaucoup de la psychologie des personnages en fait et comment ils évoluent dans le film. Entre le début du film et la fin du film, souvent ils ont changé, il s'est passé un truc. Donc, comment cette progression se fait? Et c'est cette progression aussi qui est intéressante. Donc, on va proposer des choses. Et on propose des choses sur lesquelles le monteur, la réalisatrice vont rebondir, justement, et qui vont permettre de créer, en fait, c'est vraiment une collaboration, quoi. Mais il m'est arrivé de nombreuses fois de ne pas comprendre et en tout cas, de ne pas forcément être d'accord avec... pour moi, c'était plutôt, non, je pense que c'est plutôt comme ça. Et donc, comme si j'imposais, j'étais persuadée que c'était ça, que j'avais compris le brief. Et puis, en fait, je me rends compte que pas du tout. En fait, on allait plutôt dans une autre direction. Et en fait, de comprendre à la fin du film, et vraiment en voyant le film, en fait, je me dis, en fait, ah ouais, ok, carrément, ça marche trop bien. Bon, parfois, ça marche pas très bien, mais souvent, c'est pas mal, en fait, de se dire finalement... c'est impressionnant de voir comment ils ou elles ont leur film en tête, vraiment. Et ça, c'est super intéressant. Est-ce qu'il y a des messages narratifs ou des émotions qui vous semblent beaucoup plus simples que d'autres à exprimer en musique? Je dis n'importe quoi, genre la tristesse, c'est pour vous, c'est easy, alors que par contre, un moment de joie hyper intense, vous allez plus vous creuser la tête. Est-ce qu'il y a des choses plus faciles que d'autres à raconter, tout simplement? Je sais que très souvent, j'ai souvent eu on m'a souvent appelé, on m'a dit, alors moi, je mets jamais de musique sur mes films, mais là, j'ai envie. Donc, c'est un peu étonnant. Mais des gens peut-être qui sont pas passés, qui n'avaient pas trop de musique et qui, justement, peut-être avec la musique électronique, ça leur permet de passer le pas et de passer un peu à autre chose. Je ne sais pas vraiment à quoi c'est dû. Ce n'est pas une règle en soi, mais ça m'est souvent arrivé. Oui, parce qu'en soi, la musique électronique, bien utilisée, bien pensée, ça permet de raconter n'importe quelle émotion, comme un orchestre, finalement. Il y a un truc aussi que je trouvais intéressant c'est ce qui m'a donné aussi envie de faire cette rencontre, quoi. C'est que y a un rapport rythmique aussi qui est souvent une question quand même, bon, évidemment pour n'importe quelle composition, mais où j'ai tendance à penser que
parfois, en tout cas de mon point de vue, il y a une sorte de rigidité qu'on peut imaginer avec la musique électronique parce qu'il y a une pulse, un battement par minute, où il y a des choses comme ça à respecter, qu'on n'est pas avec un orchestre qu'on peut faire jouer plus lentement. Et donc, selon justement ce qu'on a vu comme extrait de Chloé, avec des choses qui sont progressives et qui vont bien envelopper la séquence, ou sur ton rythme, on va dire, qui amène ce côté aussi un peu plus... c'est pas forcément le bon terme, mais un peu plus clippé aussi à la séquence. Moi, ça m'intéressait justement de savoir comment est-ce que vous abordez ça, parce que depuis moi, le début de cette rencontre avec le cinéma, il y a toujours cette interrogation de... En fait, je vois une séquence et je pense pas forcément à une mélodie, mais je pense plutôt des choses que j'ai dans mon catalogue intérieur de musique qui existe déjà, ou de samples, ou de motifs que je connais, et de me dire comment est-ce que je vais arriver à faire matcher ce truc-là avec ce passage-là, en sachant qu'il va falloir peut-être le ralentir, l'accélérer, le rendre beaucoup plus éthéré. Est-ce que dans vos processus, il y a aussi ça en premier lieu, c'est-à-dire une vitesse musicale, quoi? C'est une très bonne question. Non, après, je pense que ça intervient un peu, on en parlait tout à l'heure entre nous, la différence entre le soundtrack et le score, qui sont deux choses complètement différentes. Et c'est vrai que ça arrive souvent que ce soit quand même un petit peu compliqué de caler. En fait, c'est là qu'est une relation assez particulière entre le musicien et le monteur, j'ai l'impression quand même. Et c'est vrai que depuis une expérience que j'ai eue, maintenant je demanderai tout le temps qui est le monteur, est-ce que je peux le rencontrer avant de faire le film, parce que c'est vrai que se retrouver avec je fais pas du coup. Se retrouver avec un monteur qui est ultra rigide et qui ne veut absolument rien bouger, même pas un dixième de seconde du montage, ça peut vite être compliqué, voire très compliqué, surtout avec la musique électronique, et surtout effectivement quand il y a une boîte à rythme derrière qui tourne à 120 BPM et que bon, ça on peut pas le changer non plus comme ça, sinon c'est horrible. Et donc c'est vrai que ça c'est un gros boulot avec le monteur, je pense. Je sais pas si je réponds à ta question, mais non, mais ça répond à une partie de la question. C'est principalement que si par exemple je prends un sample, parce que moi je bosse beaucoup avec des samples, et que je veux faire ralentir le sample, si c'est un sample de guitare, ça va créer une texture et une distorsion sur la guitare que quand quelqu'un va jouer, ça va détendre, ça va étendre le son, et pas du tout quand un musicien va la jouer. Non mais c'est un sujet, donc ça crée aussi une texture qui est différente, et quand on aborde une séquence, quand on aborde un passage dans un film, tout ça, c'est des éléments à prendre en compte, et ça me rend vraiment curieux de savoir comment est-ce que toi vous imaginez ces passages-là, quoi. Est-ce que tu as une vitesse? Est-ce que tu as comment tu imagines ce travail à chaque fois? Tu penses la musique avec une mélodie en premier ou une vitesse? Malheureusement, j'ai pas vraiment de règles, ou heureusement, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a quand même une recherche de son d'abord, et après de se dire est-ce qu'on veut que le son paraisse plus ou moins électronique. Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille, pour la musique à l'image en tout cas. Puis ensuite, de savoir effectivement le tempo, la vitesse, c'est une vraie question. Mais parfois, en fait, c'est intéressant de voir comme le rapport en fait du son à l'image, de voir comment une musique très rythmée sur une scène très lente, et tout ça, crée un autre rapport. On a souvent vu des exemples comme ça d'images où il n'y a pas de son, puis après un morceau avec une vitesse très plus accélérée, et puis à l'inverse une vitesse 2 fois plus lente. C'est intéressant de voir ce qui se passe en fait là-dedans, et comment ça peut changer complètement l'intention, la tension et la force. J'ai dit l'intention, mais finalement c'est la tension aussi. Et donc c'est exactement ça. Donc voilà. Donc les petites astuces après, c'est on travaille par exemple à du 120 BPM, et en fait on divise par 2, c'est 60. Ah mais non, on veut plus rapide, pas de problème. En musique électronique, hop,
on va tout de suite, on augmente, on accélère et enfin, on peut assez vite, assez facilement passer à du 120 et tous les samples restent bien carrés, quoi. Enfin, voilà, moi j'ai travaillé pas mal sur parfois à travailler, à me prendre la tête sur des sons, vraiment à faire du montage, mais des montages vraiment très compliqués, de textures que j'avais bandé, enfin voilà, où c'était que des audios comme ça, donc tout était ultra précis. Et puis en fait, en 2 secondes, on lui dit non, mais plutôt comme ci, comme ça. Puis en fait, c'est hyper compliqué en fait parce qu'il faut bouger toutes les pistes. Donc c'est comment trouver des astuces. Enfin moi, c'est quelque chose que je continue enfin, j'essaie de trouver toujours encore des astuces pour pas me mettre dans le dawa, quoi. Mathéo, peut-être une astuce que tu aurais appris sur Nouveau Monde, le film dont tu vas nous présenter un extrait. Alors justement, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais du coup c'est un film qui avait vraiment cette particularité d'être à la fois écrit et tourné un peu en même temps, qui traite de l'arrivée en France d'un jeune Afghan qui a traversé toute l'Europe à pied pour arriver ici avec son frère. Et du coup, il y avait vraiment ce truc de comment est-ce que je pouvais donner un peu de la matière aussi au moment de l'écriture, du tournage, et au réalisateur et au monteur qui a fait partie un peu du processus. Et donc, il y avait quelque chose de l'ordre de plein d'éléments qui allaient se rassembler pour un peu une note d'espoir sur le film, quoi, et sur le parcours du personnage. Donc c'est un rapport qui était plutôt minimaliste, où j'ai donné des éléments à Vincent et au montage qu'on a essayé de ponctuer, qu'on a essayé de placer, et qu'après j'ai un peu retravaillé évidemment, quoi. Mais l'idée c'était que donc c'est un peu compliqué avec l'extrait parce que en fait il faudrait voir plusieurs suites d'extraits pour comprendre un peu la façon dont c'est composé, quoi. Mais l'idée c'était de créer à la fois de la tension et en même temps des touches de potentiel espoir, quoi. Et il y a une musicalité aussi dans le film puisque le personnage principal s'appuie aussi beaucoup sur sa capacité à faire de la poésie, à écrire. Donc voilà, en gros, je pourrais après vous donner plus d'infos. On regarde. بله احمد واش خراب است لالا جان هیچ فکرش نمیکردیم خصوصا اینجا در کابل نفرم تو را هم مثل مادر واری ادام میکنم هیچ فکرش لالا جان لالا جان ما را میشنوی؟ اونا آمدن پشت در جایی که اونا مادر ما را نبردن مگم پیسه میخواین زیاد میخواین ما را میش لالا جان ما را میش Ah oui, voilà. Oui, alors, en fait, c'est des passages qui sont pas très longs en termes de musique, parce qu'il y a une grosse partie aussi du son qui repose sur le son de la ville. Et donc, j'ai fait ce choix-là. C'est aussi un peu le début du film pour un peu expliquer que ce personnage est en quête de pouvoir à la fois rester en France. Il est dans un dialogue avec sa maman qui est encore en Afghanistan. Et donc, bon, voilà, le choix que j'ai fait, c'était un peu aussi pour parler de ce côté peut-être plus minimaliste qui parfois donne juste une indication. Et donc, il y a peut-être, je pense, dans tout le film, 6 ou 7 pistes maximum qui vont s'associer selon les passages, quoi.
Et d'ailleurs, c'est intéressant. Enfin, Vincent est là, si jamais on peut aussi, vous pouvez lui poser des questions, quoi. Mais je trouvais que la place de la musique dans le film était aussi juste à cet endroit de rappeler qu'il y avait une urgence et une sorte d'étouffement, quoi, dans son parcours, un parcours assez incroyable, quoi. Mais voilà. Alors, selon toi, est-ce que du coup, tu as donné vie à une musique de fiction ou de fonction? Qui ne sont pas la même chose, attention. Je vais y aller, moi. Ah, je suis relou. Hein. Je pense qu'il y a un peu des deux. Après, c'est toujours pareil, c'est une question qu'on peut se poser parfois. Là, il y a un peu les deux. La musique prend a une place importante dans le film, mais elle n'est pas très présente, elle n'a pas une grande ampleur, comme parfois on peut le voir dans des films, quoi. Donc, elle a cette fonction de créer une tension, et elle rajoute une petite couche régulièrement où elle ouvre sur soit du piano, soit sur ces petites voix qui vont ralentir ou être plus audibles, quoi, pour amener au fur et à mesure vers quelque chose qui est moins dans la tension, quoi, et un tout petit peu plus dans une note d'espoir, quoi. Est-ce que tu trouves ça plus simple, entre guillemets, à créer, cette musique-là, vraiment, qui va accompagner toute cette scène, ou plutôt que de faire un morceau chez toi Ah non, je trouve pas ça simple du tout. Tu m'étonnes. Non, je trouve pas ça simple du tout. Et puis ça reprend tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire le dialogue avec le réalisateur, avec soi, avec son envie de faire bien, de faire une bonne musique, et puis d'être juste aussi, quoi, de pas en mettre des tonnes non plus. Et c'est un autre processus que de faire de la musique qui va être de la musique à partager et à écouter ou à mettre sur scène, quoi. Il y a des choses qui se rejoignent, mais c'est pas du tout le même enjeu, quoi. Bien, merci beaucoup à tous les trois. Je vois l'heure défiler devant mes yeux. On ne va pas vous bloquer trop longtemps non plus. Je me dis peut-être qu'on peut reprendre un petit peu tour à tour. Quels sont selon vous en fait les points clés, les points les plus importants à avoir en tête quand on a envie de se lancer dans ce genre d'aventure-là, tout simplement. Personne n'ose jamais les questions comme ça. Quand on a envie de se lancer sans expérience? Ouais, genre si moi demain j'ai envie de commencer. Tu fais de la musique? Je fais de la flûte, ça n'a rien à voir. Voilà. Non, c'est déjà envie de savoir composer pour quelqu'un, qui est différent de composer pour soi, enfin pour un public. Mais là, nous en musicien on a la chose inverse, c'est-à-dire quand on fait un clip, c'est-à-dire que le réalisateur là il est censé être là pour toi. Là, quand on est musicien, on est quand même censé être là pour le film. Je pense que c'est une chose qu'il faut bien avoir tout le temps en tête, c'est important. Quelque chose à ajouter, messieurs, dames? Non, mais la discussion est la clé, en fait. L'échange, c'est toujours, en fait, avoir, pour essayer de comprendre l'intention, en fait. La clé, c'est vraiment l'échange, la collaboration, tout ça. Donc, pour quelqu'un qui veut se lancer, c'est quelqu'un qui a qui fait déjà de la musique, même si tu fais de la flûte. Peut-être ça peut être intéressant de collaborer toi-même avec nous ou avec d'autres gens, je sais pas. Voilà, je m'éparpille. Comment dire, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Et voilà. Non, mais c'est génial. C'est génial. C'est génial. Vous avez compris, c'est génial de faire de la musique de film. Non, c'est très beau. Cool. Non, c'est très beau. C'est très chouette. Théo, est-ce que tu souhaites... J'avais envie de pas être d'accord, et puis en fait, je suis d'accord. En fait, ça va. Est-ce que vous avez des questions, peut-être? Oui. Comment on fait? Quel micro? Ah, on a un autre micro. Oula. Merci beaucoup. Puis après Allô. Oui, bonjour, je m'appelle David Chazam. Moi, je suis un compositeur qui a commencé avec la musique électronique. Je suis un picto-belge. J'ai eu la chance de travailler avec un pionnier de la musique électronique qui est né à la fin des années 20. Moi, je suis né à la fin des années 60. Donc, ça donne un petit peu les rapports. Et ce qui était vachement bien, il s'appelait Jean-Jacques Perret. Il a fait beaucoup de musique pour plein de gens. La classe. Et c'était vraiment chouette parce qu'il avait un rapport à l'analogie qui était très intéressant. Lui, son rapport à l'analogie, c'était
de vouloir reproduire des choses. Le son d'une puce, le son d'une flûte, le son d'un accordéon, le son. Et donc, il se référait à l'objet premier. Et ça, c'était... Voilà. Et il a voulu faire ça avec l'ondioline, qui était le synthé avec lequel il a commencé à travailler, un des premiers synthétiseurs français. Mais c'était cette analogie-là, un truc qui existe vraiment. Et ce qui était très intéressant, et c'est pour ça que j'en parle ici, c'est que moi qui suis né bien après, donc une sorte de seconde génération, j'étais aussi dans l'analogie, mais à ce que lui avait produit, en termes de son, en termes de timbre. Et donc, comme cette première analogie, celle de Jean-Jacques, elle était totalement imparfaite, parce que ses instruments ne marchaient pas très bien. Ils imitaient le banjo, mais vraiment c'était n'importe quoi. Et donc, en fait, moi, j'étais plutôt à l'imitation de ce n'importe quoi de banjo, d'une image assez marrante ou assez tragique, ou je ne sais pas, peu importe. Maintenant, on est dans une autre phase. Il y a des gens qui sont nés donc 40 ans après moi. Il y en a plein dans la salle, j'en vois. Et maintenant, on n'est plus dans l'analogie, on est dans le digital. Mais le digital veut faire pareil. Il veut créer une analogie. Mais les moyens sont bien plus vastes. Et donc, sans parler de l'IA. Bon. Donc maintenant, voilà, je me pose la question de comment est-ce qu'on, quand on est des jeunes compositeuristes, comment est-ce qu'on se place par rapport au timbre. Qui veut répondre? Non, c'est plutôt un témoignage en fait. C'est plutôt se dire, question. voilà, la musique électronique, c'est de l'imitation d'abord. Et puis à un moment, ça devient plus de l'imitation. Ça devient un genre en soi. C'est hyper intéressant parce que c'est aussi comme ça, je trouve que depuis toujours, même le système musical évolue, quoi, avec des progressions techniques. On a changé de forme du violoncelle pour passer à des choses qui ont changé le timbre, et je pense que nous, sans s'en rendre compte, en fait, nous tous, quoi, on participe à ça de façon un peu inconsciente, sans être trop des geeks de changer. Enfin, moi, je ne crée pas de logiciel ou je ne crée pas d'instruments, mais c'est assez intéressant comment, un peu de façon inconsciente, on fait évoluer ce rapport au timbre et à la musique, quoi. Je trouve ça assez intéressant. Moi, j'aime bien travailler à la fois avec des vieux instruments, comme mélanger avec des plugins qui font du granulaire, des choses comme ça. J'ai notamment, par exemple, un VP330 qui est un vieux synthétiseur, et il faut l'allumer, mais il faut attendre qu'il chauffe, voilà, pour qu'il y ait un grain un peu spécial qu'on aime. Après, si ça se trouve, il existe un son un peu similaire en plug, ça met 2 secondes, je sais pas. Mais en tout cas, j'aime bien cette idée de me dire que je mélange l'analogique avec l'électronique. Et à l'inverse aussi, j'ai des sonorités et des textures ou des synthés analogiques digitales qui sonnent un peu trop justement digitales, que je vais faire passer dans des pédales de guitare, que je vais réenregistrer juste tout simplement parce que j'aime bien tourner des boutons. Et donc j'ai le potard en fait qui va me faire tourner le dry wet, tous ces petits effets. Et voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est effectivement de pouvoir utiliser ce qui a déjà été fait et puis de le réintroduire. Et c'est ça qui est intéressant. On a une autre question. Oui, bonjour. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans vos extraits, c'est que, et peut-être c'est quelque chose que la musique électronique permet plus que purement acoustique, c'est que vous avez utilisé des sons ou joué avec des sons qui pouvaient faire partie intégrante du film. Tu le fais à un moment donné avec l'instrument handpan, le petit handpan, le mini handpan. Et toi, tu le fais avec la texture des roches. Et toi, tu le fais avec la voix intérieure du personnage. On a l'impression que ce que tu as fait, c'est vraiment exprimer la voix, son cœur qui bat très très vite, à apprendre les mauvaises nouvelles, et puis après les voix intérieures qui commencent à arriver, qui sont vraiment intéressantes. Donc ça, j'ai l'impression que la musique électronique permet peut-être ça. C'était la première réflexion que je me faisais. La deuxième, sur le débat que vous avez fait, qui était très intéressant sur la question que tu posais sur le rythme, comment est-ce qu'on arrive à faire ce rythme. Moi, j'avais envie de dire qu'en fait, un film, dès qu'il y a un montage d'images, en fait, il y a déjà il y a un rythme, en fait. En fait, tout film se donne sur un certain rythme. Et donc, mais ce rythme, il peut apparaître soit, effectivement, comme vous disiez, dans des pulsions, un certain BPM, etc. Mais une mélodie, c'est aussi un rythme.
Et en fait, une mélodie qui arrive dans la tête, c'est déjà une certaine manière de structurer ce que vous ressentez par rapport au rythme de ce qui se donne à l'image. Et donc, il y a cette relation rythmique, je trouve, qui est intéressante et qui vient, mais qui peut venir par plein de canaux, qui peut venir de manière purement électronique, qui peut venir de manière mélodique, qui peut venir de manière acoustique, qui peut venir par la texture. Enfin, c'est plein de façons de comprendre un rythme. Mais pour moi, la musique de film, c'est vraiment une question de rythme, c'est une question de sentir le rythme et avant les enfin, autour des émotions, ou comment l'émotion devient un rythme aussi. Voilà, c'est des choses comme ça. C'était juste de réflexion. Merci. Non, en tout cas, il y a un truc aussi intéressant à souligner avec le rythme, c'est que c'est aussi une question. Alors, je sais pas, parce que moi, je sais pas c'est quoi vos expériences avec ça, mais j'ai des expériences complètement différentes. C'est-à-dire qu'il y a des réalisateurs qui savent exactement quand ils veulent qu'il y ait de la musique ou pas. C'est-à-dire que nous, en tant que musiciens, effectivement, si on nous demandait, on aurait vite fait de mettre de la musique partout. Et effectivement, arrive aussi une question de rythmique, de manière de rythmer le film avec la musique. C'est-à-dire que s'il n'y a pas du tout de musique, il n'y a que des dialogues pendant 30 minutes et qu'à la 32e minute, il y a la première musique qui arrive, forcément, elle aura beaucoup plus d'impact que s'il y en a tout le temps. Il y a aussi savoir comment rythmer des petites nappes qui sont posées au fond quasiment tout le long du film ou pas. Le silence dans un film, des fois, ça peut faire peur, mais en même temps, c'est hyper important. Donc, il y a plein de genres de rythmes différents aussi qui sont pas seulement en termes d'une scène. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez particulier aussi, c'est-à-dire que forcément, nous, quand on travaille sur des scènes et des passages du film, on voit ce passage-là, on le voit 800 fois. Et en fait, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois lors de la première projection d'équipe, on appelle ça, quand tout le monde va voir le film la première fois au cinéma. Tout d'un coup, on redécouvre sa musique parce que justement, il y a eu 20 minutes de silence avant et que nous, on avait eu l'habitude de voir tout le temps cette scène-là. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des choses... des fois, je me dis, ça aurait été bien que je le regarde plusieurs fois en entier, le film, même si au bout d'un moment, c'est un peu... Mais je pense qu'il y a aussi des rythmes comme ça à voir qui sont vachement intéressants, quoi. Je crois que monsieur voulait ajouter quelque chose. Ouais, je fais encore mon historien un peu ringardos là. On avec adore. mes cheveux blancs, j'ai le droit. Non, c'est simplement dire que aussi on est dans un pays où il y a eu la télé française a été abondée en termes musicaux par le GRM pendant très longtemps, et que c'est des gens qui étaient très pointus en termes de création musicale et très pointus en termes d'utilisation des techniques de création musicale grâce à l'électronique. Et que je pense que ça a créé un terreau culturel, c'est un capital culturel pour nous, les compositeuristes de ce pays. Voilà, dans les autres pays, il y a eu aussi ça, hein. Il y a eu Raymond Scott aux États-Unis, il y a eu plein d'autres gens partout. Mais ici, c'est vraiment eux. Donc voilà, je voulais leur payer un petit hommage ici. Tout à fait. Après, c'est vrai que ils avaient beaucoup plus d'argent que nous dans la musique électronique, parce que moi, de la scène à laquelle je viens et quand j'ai démarré, on était plutôt dans la scène do it yourself. Et on n'était absolument pas ni subventionné, rien du tout. Donc c'est vrai que la musique électronique s'est imposée en même temps que la musique électronique a été reconnue et considérée et aidée et tout ça, même si c'est pas encore comme un spectacle de danse ou quoi. Mais en tout cas, oui, c'est aussi la différence avec toute cette scène de GRM et tout ça, mais qui arrivait un petit peu plus tard, évidemment. On a d'autres questions, ouais, par ici. Oui, bonjour. Dans le jargon de la musique, de la MAO et même de la musique de film tout court, on parle de template. Et je voulais savoir en fait si ça vous arrive en fait d'en faire appel, c'est-à-dire de partir d'une base en fait qui allège en fait toute la partie assez laborieuse en fait du mix, de la reverb, de l'équalisation, tout ça. Ou alors est-ce que vous partez vraiment de zéro avec le réalisateur pour vraiment apporter aussi une plus-value en fait dans votre projet, dans votre musique? Qu'est-ce que vous priorisez finalement en fait lorsque vous composez une musique? Ce sera plutôt l'orchestration, l'originalité de l'orchestration, ou alors vraiment le fait de
plutôt de se mettre en retrait et d'accompagner le film, ou les deux. Mais disons que à première vue, qu'est-ce que vous allez prioriser en fait, en priorité? Bah là, je pense que chaque personne ici présente a sa personnalité justement de musicien et de musique du film. Je pense que c'est au réalisateur aussi de faire son choix entre Chloé, Mathéo et moi. Je pense qu'on ne fait pas la même chose et on propose des choses différentes. Donc je pense qu'on a chacun notre manière différente de travailler. Moi, j'aime bien travailler sur un genre de thème, quoi, voilà, qui est un espèce de truc quand on sort du film, qu'on se souvienne d'une pseudo-mélodie ou d'une chose comme ça. Donc, un thème que je décline. Et ensuite, je pars de là. Et ensuite, après, viennent les textures, les choses comme ça. Moi, ça, c'est ma méthode de travail. Après, je pense qu'on n'a pas tous la même. Voilà. Et pour parler template très plus pure technique ou quoi, moi, j'ai quelques templates, mais parfois, c'est juste, j'ai pas le temps de créer une template. C'est un peu dommage, mais c'est vrai que créer des templates, c'est se donner du temps qui va nous faire gagner du temps après. Ouais, donc, c'est un peu bizarre, mais c'est vrai que ça me manque parfois, et voilà. Quand c'est la musique symphonique, en fait, c'est sûr que c'est utile parce qu'on est sûr de partir d'une base. Oui, quand c'est de la musique symphonique, en fait, moi, c'est vrai que de mon côté, je travaille un petit peu avec le plugin BBC Symphony Orchestra, et c'est vrai que voilà, il y a vraiment tout un panel, en fait, tout un large choix en fait d'instruments, tout un orchestre symphonique. Mais c'est vrai que quand on va plutôt dans quelque chose d'épuré, finalement, c'est pas si utile, sauf si vous vous référez à des codes. Comment dire, des fois en musique de film aussi, on parle un petit peu de moi, j'ai fait récemment une formation avec Alexandre Le Sertisseur, qui parlait en fait d'un code couleur qui se référence, oui, c'est ça, qui se réfère en fait à un visuel. On va attribuer en fait des sons plus bruts, par exemple pour une matière comme le bois, comme la pierre. Du coup, est-ce que ça vous arrive en fait de faire aussi référence à ce genre de code en fait? Alors, en fait, moi, quand je commence un film, il y a une grosse recherche sur d'abord les sons en eux-mêmes. Avant même, parfois, j'écris un peu de musique avec juste en MIDI, piano, tout ça, à essayer d'imaginer des choses, mais il y a quand même une grosse recherche de sons. Et quand j'aime bien des sons, je crée des presets, quoi, que je garde et que j'enregistre, que je mets de côté en me disant ça, il y a un dossier qui est attribué à ce film-là. Ce qui est pas mal parce qu'après, quand je réouvre une autre session, je peux récupérer en fait le preset déjà. Donc ça, voilà, c'est peut-être ça répond un petit peu à la question, mais c'est voilà, la seule chose que je fais effectivement selon les projets pour essayer d'avoir une espèce d'unité de couleur. Voilà, je pense pas en pierre tout ça, mais je pense plus en si le son est plus brut ou plus mat ou plus dans les aigus, plus dans les graves. Enfin, je collabore avec une musicienne de marimba et c'est vrai que elle, quand elle me parle, moi j'ai pas du tout fait de solfège, je suis très en midi et tout, et du coup quand elle me parle, en fait c'est un peu compliqué. C'était un peu compliqué pour se comprendre parce que moi j'ai tendance plutôt à parler plutôt en spectre, quoi, de son, et donc plutôt dans les bas, les médiums, les aigus, enfin voilà, quoi. Mais on a réussi à trouver notre langage à force. Il me semblait avoir vu des mains se lever par ici, ouais. Bonjour. Moi, ce que je trouve intéressant avec vos profils, c'est que vous êtes tous et toutes artistes et musiciennes hors musique à l'image, et vous continuez de le faire. Et donc, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce qu'il y a aussi dans votre workflow, dans le fait de faire les deux, une vraie dichotomie, ou est-ce que ça arrive de créer pour le plaisir de créer, qu'un jour vous dites en fait ça pourrait marcher pour de l'image, ou quelque chose qui a été refusé dans un film va inspirer une production de votre carrière d'artiste solo. Voilà. Est-ce que c'est vraiment clair, ou est-ce que justement les deux s'enrichissent, se mêlent, s'inspirent? Moi, il y a complètement tout qui se mélange. Donc, des fois, je fais de la musique pour le club, ça finit en nappe sur un film.
Non, ouais. Moi tout ce qui sort du studio, si un jour ça peut servir à quelque chose, je suis content. J'en ai tellement qui traînent dans la poubelle. C'est que je trouve ça dommage. Donc, mais non, ouais, j'essaie d'un peu. Alors, je mélange pas tout non plus forcément, mais ça m'arrive d'aller enregistrer des cordes dans un studio pour un film et de les récupérer pour les transformer pour mon prochain album sans le dire à personne. Tout le monde le sait. Voilà, après tout le monde le sait. Non, mais non, il y a un peu tout ce qui se mélange. Justement, c'est ça qui est bien dans la vie d'un musicien, de faire plein de choses différentes. C'est que c'est son truc à soi, quoi. Même si on a que ce soit pour tel film ou telle musique ou telle pub et tout ça, j'essaie de faire en sorte que ce soit qu'il y a toujours un petit peu ma patte et que je puisse utiliser dans tous mes projets. Le recyclage, quoi. Voilà. Ouais, c'est voilà, ça. tu peux appeler ça comme ça. Non, mais c'est assez intéressant parce que c'est vrai que il y a toujours un lien. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est vrai que la musique que j'aime faire, je la trouve assez imagée pour moi, en tout cas. Et du coup, ça fait forcément des échos aussi avec les expériences de musique à l'image. Donc, c'est pas forcément toujours en adéquation avec les émotions recherchées ou quoi, mais il y a toujours un peu on va dire ce cercle vertueux. Qui fait que parfois en fait, une idée elle est peut-être pas arrivée au bon moment pour le projet qu'on veut sortir en disque. C'était des objets physiques et ça va servir à autre chose pour de l'image, mais on va le retravailler enfin, en tout cas, moi, venant du sample, c'est quand même un truc que je fais beaucoup dans toutes les compositions, quoi. Je crois qu'on avait une question juste à côté. Justement, je voulais vous demander par rapport au sampling, quel est votre... est-ce que vous l'interdisez? Est-ce que vous vérifiez les droits avant? Comment vous faites? Mais je vais y aller là, moi, du coup. C'est un enfer. Enfin, c'est pas un enfer, mais c'est aussi je trouve toute la beauté de ce processus-là, quoi. Donc, en vrai, il y a un truc, comme je disais, recyclage, c'est que on a tous en nous des choses qui nous font écho quand on fait de la musique, et particulièrement quand on utilise du sample, on choisit un sample parce qu'il nous parle, quoi. Et c'est comme ça que, par exemple, la collaboration avec Chinese Man, on a réussi à faire de la musique à trois parce que, en fait, le dénominateur commun, c'est le sample, quoi. C'est ni Sly, ni Haiku, ni moi, c'est le fait qu'au milieu, on met un sample qui nous met d'accord tous les trois. Et donc, quand on fait ça pour l'image, là, d'un coup, il y a une armada de personnes qui hurlent parce qu'il faut clearer. Donc maintenant, il y a plein de catalogues de sons qu'on peut utiliser, mais parfois, il faut quand même demander l'autorisation, il faut quand même clearer. C'est plus facile, mais on n'est pas forcément sûr d'avoir l'autorisation. Et puis après, parfois, on triche aussi, quoi. On prend un sample comme base de départ, et puis ça permet de faire autre chose derrière. Mais c'est beaucoup de temps, en fait, aussi pour tout le monde, quoi. Pour l'équipe qui va devoir, en publishing, aller faire la demande. Donc c'est une prise de risque aussi, mais je pense que ça fait partie aussi d'un des processus de création qui, pour moi, est assez important, quoi. Mais ouais, c'est petites gouttes, quoi, quand même. Il y a un petit côté on va pouvoir regarder ça. C'est déjà arrivé d'ailleurs de ne pas pouvoir le faire et qu'on soit obligé de faire complètement autre chose. Mais ouais. En tout cas, moi, je me laisse la possibilité de le faire et je réduis pas le champ, mais je fais un peu plus attention à ce que je prends, quoi. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à l'utilisation des outils électroniques. On a un expert dans la salle, mais les premiers synthés ont été construits dans l'idée de sortir du tempérament, de sortir du clavier, de ces choses-là. Aujourd'hui, les outils nous permettent de faire énormément de choses. Donc nous, les nouvelles générations, on arrive, par exemple avec les synthés modulaires, etc., à partir dans des explorations sonores. Et moi, je me posais la question un petit peu
de la légitimité du coup en travaillant avec ces outils à créer des choses assez complexes assez rapidement et donc de pouvoir produire des musiques à l'image assez vite aussi. Comment on se sent par rapport à ça aujourd'hui et comment vous utilisez ces outils? Est-ce que vous êtes vraiment dans un processus de création, d'écriture et après vous utilisez des synthés, ou est-ce que vous vous laissez porter par les machines et que ça vous amène à créer des choses sans forcément être dans de l'écriture? Bon, il y a plusieurs questions. Mais... J'ai l'impression que c'est un petit peu des deux parce que la qualité du modulaire, c'est génial parce qu'en fait, on peut partir vraiment et triper et enregistrer plein de choses et tout. Le seul petit problème, et moi que j'ai expérimenté, c'est justement quand la réalisatrice ou le réalisateur souhaite une petite modif. Voilà. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'ai commencé, je faisais des montages incroyables. Et j'étais vraiment contente parce que j'avais trimé, j'avais souffert. Ou alors, j'enregistrais des sessions un peu live où je partais et je trouvais que ça allait plutôt pas mal. Mais ce moment de réajustement, du coup, m'a créé vraiment des frayeurs et des complications, et pour pas dire des traumatismes. Merci. Donc voilà, donc là, on parle vraiment de collaboration, hein. Donc pour soi, c'est génial. Mais voilà, pour revenir ensuite à essayer d'éditer, de retravailler, c'est un enfer. Donc il faut arriver à trouver, je dis il faut, après, c'est pas il faut, c'est... Moi je fais part juste de ce que je ressens, et c'est d'arriver à trouver des techniques, tout comme tout à l'heure on parlait des templates, à se dire ça peut être pas mal d'eux, voilà, parfois, il faut expérimenter et se planter un peu pour se rendre compte qu'en fait, ça peut être pas mal peut-être de travailler des choses aussi en MIDI et puis après, d'essayer de les refaire un peu. Pourquoi pas de travailler par-dessus des modulaires, des choses, mais quand même d'avoir un espèce de backup MIDI par ailleurs. Enfin, voilà. Donc, c'est trouver un équilibre entre cette kiffance, quoi, à enregistrer un recording un peu live et en même temps être un peu dans un truc d'écriture, quoi, sur lequel on peut revenir en arrière. Bonjour, j'avais deux questions par rapport à ton extrait à toi, Simon. On voit il y a une boucle de percussion qui démarre, il me semble, quand l'actrice touche à la machine à coudre. Et je voulais savoir si c'était une initiative de ta part ou si c'était une demande du réalisateur et par extension, dans quelle mesure le réalisateur est précis dans ses demandes. On abordait aussi les boîtes à rythme et dans quelle mesure c'est assez lock sur le tempo. Du coup, mon autre question, c'est ce qui précède cette boucle de percussion, dans quelle mesure, par exemple, tu automatises le tempo pour arriver sur un montage qui, tu le disais, était déjà fixé avant ta musique, quoi. Alors là, là j'avais fait plusieurs propositions avec ou sans rythmique et c'est eux qui ont choisi. Donc ça, quand on est à ce stade-là, effectivement, c'est cool parce que je propose plein de choses et me fait c'est bien avec les percus et tout. Donc là, on est d'accord, tout le monde est content et tout. Et effectivement, après, là arrive le problème. Alors en plus, effectivement, il y a beaucoup de nappes derrière et de glitches qui sont faits au modulaire. Donc on revient exactement à ce que vient de dire Chloé, c'est-à-dire qu'effectivement, quand en plus on s'est amusé à mettre un espèce de motif mélodique et tout, et qu'il faut le changer quand on a sa boucle, son wave, son droite-gauche qui dure 20 minutes, et qu'on doit les piocher dedans pour les récupérer, c'est un enfer total. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. On m'avait demandé d'avoir cette boucle-là, et effectivement, il y a un motif rythmique qui doit correspondre au montage qui ne bougera pas, et ça marche pas. Donc là, c'est des triturages de petits bruits qui font en sorte qu'on n'entende plus la caisse claire, que les gens ils aient plus de rythmique. Enfin bref, c'est des petits trucs un peu comme ça qui sont hyper chiants à faire. Et en même temps, Chloé, t'as raison, si ça avait été fait en MIDI, ça aurait été modifiable rapidement. Et en même temps, je trouve que c'est un peu aussi le truc de la petite magie qui fait en sorte que ça se décale un petit peu, ou des fois c'est un petit peu faux. C'est pas grave, c'est justement ça qui fait que c'est plus fait par l'ordinateur et pas par autre chose qu'un humain, quoi. Donc voilà, c'est plutôt ça. C'est vrai qu'il y a un côté chiant, mais c'est sympa. Choisissez-la bien. Dernière question.
bonjour. Merci bien là, c'était bien cool pendant 1 heure, 2 heures même. Au niveau de l'histoire de la musique électronique, moi j'ai plutôt bien suivi l'histoire là, c'est cool, merci. Il y a quand même une constante depuis le début du cinéma, ça a été la prise de son, beaucoup d'expérimentation électroacoustique, puis on a un peu abordé les questions de sound design assez succinctement, puis je voulais savoir un peu c'était quoi votre point par rapport à ça. Est-ce que vous faites que la composition, vous faites aussi du sound design sur les parties que vous faites? Est-ce que vous bossez des fois avec des bruitistes qui vous filent la main sur d'autres parties, de la place aussi de l'expérimentation électroacoustique, de la prise de son pour certaines compositions, mais aussi habillage sonore? Voilà, j'aurais bien été curieux de tout ça. Moi, je sais pas faire de sound design, donc j'aime bien faire de la prise de son, mais je remplacerai pas un ingé son. Je suis pas ingé son non plus. Mais effectivement, quand on a travaillé avec Cyril au studio, on a un peu choisi la position des micros sur le piano, etc., des choses comme ça. Sur les cordes aussi, pareil. Est-ce qu'on utilise le piezo? Est-ce qu'on met un micro devant? Tout ça, bon, voilà, j'aime bien. Après, sur le sound design, vraiment travailler sur le... C'est aussi dans le cinéma un métier en soi, dont moi, je suis pas capable de faire ça. Je me considère plus comme compositeur que comme habilleur sonore, quoi. Voilà, moi, ça, c'est mon expérience, je sais pas. Moi, je pense un peu comme Simon que le truc de vraiment, ce boulot-là de sound design, c'est un métier de ouf, quoi, qui est, en tout cas, qui demande beaucoup de compétences et beaucoup de pratique. Moi, je fais plutôt l'inverse, c'est que j'aime bien aller piquer dedans le sound design pour faire de la musique, couper des choses qui ont été faites par des gens forts. Et après en faire un kick ou de la matière pour la musique, quoi. Mais non, je me contente plutôt de me concentrer sur la musique. Oui, alors le sound design, c'est vrai que c'est un métier à part entière. En l'occurrence, c'est vrai, moi je me considère plus comme Simon et Mathéo en productrice musicienne. Mais en revanche, c'est vrai que j'aime bien aller frôler avec frôler le sound design. Parce que les plugins aujourd'hui, tous les plugins un peu granulaires, tout ça nous le permettent en fait, tout simplement. Là, dans la scène qui a été montrée du film La Montagne, sur laquelle j'ai travaillé notamment, au début justement, ce qu'il aimait bien, c'était que je puisse un peu représenter la glace. Parce qu'on voit la glace, on voit la roche. Donc il fallait qu'il y ait quelque chose, des sons, des sonorités qui rappellent un peu la glace. Donc on va dire que là, je frôle un peu avec le sound design. Mais voilà, c'est du sound design, mais ça commence là. Pour moi, c'est comme un point de départ qui vient un peu créer un imaginaire, mais qui se développe. Mais je ne me dis pas, tiens, je suis une sound designeuse, quoi. Vraiment, c'est plus comme un outil, quoi, qui va permettre de développer après plus de la composition. C'est un point de départ, quoi. Eh bien, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention. Merci. Et merci à tous les trois pour toutes ces réponses.